Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir à nouveau Patrice Guénifet, qui est venu à plusieurs reprises dans ces réunions des mercredis de la NAR. Il a publié il y a un an Napoléon et de Gaulle, dont j'avais rendu compte élogieusement dans Royaliste. Je suis content de l'entendre présenter ce livre et ensuite, s'il le veut bien, il engagera le débat avec nous. Bien sûr. Cher ami, vous avez la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Merci à Bertrand Renouvin pour cette nouvelle invitation. Je ne sais pas combien, je pense que c'est la 3e ou 4e fois que je viens parmi vous, et toujours avec plaisir, parce que j'ai toujours été très très bien reçu, et puis finalement bien accueilli. Je n'ai pas eu d'opposition virulente, de questions désagréables. Alors c'est toujours un plaisir pour un auteur de venir dans des endroits amicaux et bienveillants. Alors, Napoléon de Gaulle, je commencerai peut-être par tout simplement la définition de ce qu'est un grand homme ou un héros, parce qu'après tout, ce sont des mots un peu flous. Le grand homme, le héros, l'homme providentiel, le sauveur. Et il faut essayer de les définir. Je crois qu'on peut donner une définition assez simple en partant de ce qui oppose manifestement le grand homme et le héros. Le grand homme se juge plutôt à partir de son bilan. Parce qu'après tout, on est un grand homme a posteriori. On se révèle un grand homme par ce qu'on a fait, par ce qu'on a réalisé. Donc le grand homme se juge au bilan de son action. Le héros se juge plutôt, ou se reconnaît plutôt, dans l'action elle-même. C'est-à-dire que le héros, c'est l'homme de l'instant. Ça ne veut pas dire que le bilan sera positif, que le héros sera un grand homme. On peut dire inversement que presque toujours le grand homme est un héros. Parce qu'après tout, pour être un grand homme, ça veut dire qu'on fait des choses que les autres n'ont pas su, pas pu ou pas voulu faire. Donc il y a toujours un élément de transgression dans l'héroïsme. Le héros transgresse toujours quelque chose. Les normes en vigueur, les habitudes, les intérêts, les réflexes mentaux de ses contemporains. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment ce qui les réunit, ce qui les rassemble. L'élément transgressif. Le fait d'aller contre leur temps. Le fait d'aller contre les idées reçues, contre les opinions majoritaires, etc. Mais indépendamment, au-delà de cela, ensuite la différence se fait en fonction du bilan, du résultat de l'action. Parce qu'on peut être un héros pour le meilleur, mais on peut être aussi un héros pour le pire. On peut dire que Hitler a été un héros dans son genre, mais il serait difficile de soutenir qu'il a été un héros pour le meilleur. Il l'a été pour le pire. Mais il en a été un. Il a transgressé les normes de son époque, il a pris le pouvoir d'une manière, oui, il y avait de l'héroïsme dans son action, et jusqu'au bout d'ailleurs. Mais bien sûr, le bilan est parfaitement et à 100% criminel. De ce point de vue, il n'est pas un grand homme, parce que dans le grand homme, il y a toujours l'idée de la vertu. Et c'est la vertu de l'action, de la limite, qui différencie. Alors on peut dire de ce point de vue-là que chez Napoléon est à coup sûr l'incarnation même du héros, c'est-à-dire du personnage qui va plus loin que ses contemporains, qui réalise ce que personne à son époque n'avait osé ou même conçu. De Gaulle aussi est un héros en 1940. Il prend sur lui d'emmener la légitimité française à une époque où elle s'effondre. Je reviendrai sur 1940 tout à l'heure. Mais quand même, c'est un acte héroïque, réellement. Mais on peut dire que là où il se différencie, c'est que De Gaulle est beaucoup plus grand homme par le résultat de son action que Napoléon. L'un finit d'une manière positive, même s'il échoue finalement, il s'en va en 1969. L'autre, pour finir, provoque un désastre sans pareil en 1815. Parce qu'on peut bien sûr voir du grand homme en Napoléon à peu près jusqu'au Sacre, disons jusqu'à Austerlitz. Après, c'est beaucoup plus difficile. Et en tout cas, si on est comme Bainville, on dira oui, mais il n'a pas fait ce qu'il voulait faire, il fallait compter avec l'Angleterre, il n'était pas seul, il était contraint à des guerres sans fin. Mais son retour de l'île d'Elbe n'a strictement aucune justification. Il revient tout simplement pour donner une conclusion à son histoire à lui.
sans se soucier de la France. Et le régime de la Restauration, malgré ses défauts, fonctionnait plutôt bien en 1814-1815 et avait réussi à apaiser les choses. Louis XVIII avait même réussi à calmer les plus excités des ultra-royalistes, comment dire, mettre en place les conditions d'un compromis avec les anciens révolutionnaires. Bref, une politique qui aurait pu se poursuivre et donner des résultats tout à fait positifs. Et peut-être que si ça avait marché, on n'aurait pas eu la cascade des révolutions qui ont suivi au XIXe siècle. Donc on peut dire que Napoléon, s'il a commencé comme héros et comme grand homme, a fini dans un tout autre personnage en 1815. Alors, il y a une bonne définition du héros, du sauveur, du grand homme, qui mélange le tout, c'est celle qu'avait donnée Carlyle, l'anglais Carlyle, dans son livre sur les héros dans les années 1860. Et il dit dans ce livre, le héros, c'est celui, 3 critères, celui qui veut le mieux, qui peut le mieux et qui sait le mieux. Carlyle était convaincu que jamais les masses ne font l'histoire. Il avait la conviction que les grands changements historiques sont toujours le fait soit d'une poignée d'individus, soit d'un individu unique. Et j'ai d'ailleurs tendance à penser la même chose, à ne pas trop croire à l'action collective et à l'action des masses dans le changement historique. Alors celui qui veut le mieux, c'est celui qui a une volonté inébranlable. Et effectivement, dans l'histoire, on ne trouve pas de grands hommes, de héros, qui ne sont pas dotés d'une volonté inébranlable. Maintenant, la volonté seule par elle-même n'a pas beaucoup de valeur. D'où la nécessité d'être celui qui peut le mieux, c'est-à-dire de la capacité, du talent, des dons, souvent inexplicables, comme dans le cas de Napoléon. Cette variété de dons probablement innés est inexplicable. Chez De Gaulle, la même chose, l'aptitude au gouvernement, au commandement, tout cela est dans sa nature. Donc la capacité fait que la volonté n'est pas impuissante. Mais en même temps, quelqu'un qui est doué d'une volonté forte, qui a des moyens très étendus, qui est très capable, mais qui n'a que cela, alors pourra être un héros, mais à coup sûr ne sera probablement pas un grand homme. Et Carlyle dit, il faut aussi qu'il soit celui qui sait le mieux. Et savoir le mieux, c'est-à-dire savoir ce qu'il est possible de faire, et savoir le point auquel il faut s'arrêter, et ne pas dépasser. Et c'est là que la vertu, et la vertu politique, est le complément nécessaire pour faire un héros ou un grand homme. Voilà, je crois qu'on peut s'en tenir là pour la question de la définition. Ça donne, voilà, ça brosse le portrait abstrait d'un personnage, restant à savoir maintenant de quelle manière ces deux-là et d'autres entrent dans le cadre. Alors d'abord, je commencerai par un autre problème, mais qui est le cœur du livre que j'ai écrit, qui est l'appétence française pour les grands hommes et les sauveurs, et les hommes providentiels, qui n'est pas une nouveauté, qui date pas de la Ve République, qui ne date pas de la Révolution française, qui est antérieure encore, parce qu'après tout, le premier sauveur de notre histoire est une femme, c'est Jeanne d'Arc. C'est elle qui forge le personnage et le modèle, la catégorie en quelque sorte, dans laquelle vont rentrer toutes sortes de personnages, soit il y a des ministres, il y a des militaires, il y a des rois même. Louis XIV a été au début de son règne personnel ce genre de personnage lui aussi. Henri IV l'avait été à sa façon, au sortir des guerres de religion. Et alors je donnerai une petite anecdote, c'était en 2012, au moment de la campagne qui allait aboutir à l'élection de Hollande. Télérama avait titré une enquête sur la campagne électorale « La course à la providentielle ». J'avais trouvé que le titre était merveilleux, parce que ça disait tout. Parce qu'en effet, en 2012, mais c'était déjà le cas en 2007, et ça l'a été en 2017 encore, mais ça l'était déjà avant, tous les candidats font campagne sur le thème de la rupture. C'est-à-dire se présentent tous comme celui ou celle qui détient la clé des problèmes et qui, s'il est élu, si les Français lui accordent leur confiance, va résoudre des problèmes qu'on n'avait pas réussi à résoudre depuis 30 ou 40 ans. Donc, il faut bien en convenir, c'est une comédie
que nous, personne n'en est excepté, et moi le premier, que nous jouons à intervalles réguliers, d'abord tous les 7 ans et maintenant tous les 5 ans. Parce que bien sûr, nous ne croyons pas un instant que l'élu va résoudre les problèmes que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à résoudre. Donc nous le savons d'avance. Nous savons d'avance que la déception sera au rendez-vous quelque temps plus tard après l'élection, jusqu'au moment où on recommencera 5 ans après. Mais néanmoins, nous jouons cette comédie qui est presque une farce au fond. Et les candidats se croient obligés de présenter des programmes de rupture. Macron a publié un livre qui s'appelait intitulé Révolution en 2017. Il n'avait pas l'intention du tout de faire une révolution. Fillon avait un programme de rupture totale, lui aussi. C'est-à-dire de faire exactement le contraire de ce qui s'était fait. Bon, là, en l'occurrence, vu le contexte, on comprend qu'il se présentait avec la volonté de défaire ce qui avait été fait. Sarkozy, en 2007, s'est fait élire sur un programme de rupture et sur un programme qu'on peut dire révolutionnaire, puisqu'il s'agissait de tout remettre à plat et enfin de prendre les mesures qui s'imposaient. Chirac avait fait campagne en 1995 sur le thème de la fracture sociale. Là aussi, le grand chambardement, le grand chamboulement qui instaurerait une France entièrement nouvelle. Alors, le fait que nous jouons cette comédie, et plutôt avec conviction, parce que pour prendre mon cas personnel, j'ai souvent dans ma vie, j'ai commencé à voter en 1978, et j'ai souvent voté avec enthousiasme. J'ai très souvent été battu dans les élections. Mais néanmoins, j'ai quelquefois gagné. Et j'avais voté avec enthousiasme, pour être sincère, en 1995, où j'ai gagné, en 2007, où j'ai gagné. Ce sont les 2 seules élections présidentielles que j'ai gagnées. Et puis 2002, mais ça c'est une élection par défaut, j'ai été enthousiaste. Donc ça veut dire que, tout en étant très sceptique sur la suite, néanmoins je me prêtais au jeu. Alors, il me semble qu'il y a là quelque chose de plus profond qu'une simple comédie liée au système des institutions. Qu'il y a là quelque chose qui fait partie de notre identité collective, qui est notre attente permanente d'un sauveur. Chose qui n'est pas nouvelle. Alors bien sûr, Bonaparte a été le sauveur explicite en quelque sorte, mais il y en a eu beaucoup d'autres après tout au long du XIXe siècle. Et même la Troisième République, qui s'efforçait d'effacer les individualités, n'a pas empêché certains sauveurs de se manifester. Clémenceau à un moment, mais même, alors là j'oublie son, Doumergue, après le 6 février 1934, a été célébré comme un sauveur. Et dans les années 50, qui sont si ternes politiquement, eh bien on a Pinet, qui est célébré comme un sauveur. Mendès France a joué ce rôle avant De Gaulle en 1958. Donc c'est quelque chose de tout à fait récurrent. Et puis on voit, même dans la Révolution, on le voit. Robespierre est d'une certaine façon une incarnation de ce personnage. Parce qu'on sait qu'au moment où il proclame le culte de l'être suprême, beaucoup de Français ont vu dans ce culte d'État, dans l'instauration de cette religion d'État, un retour tout simple à la religion. Et ils se sont dit, s'il rétablit la religion, c'est qu'il prépare la sortie de la Révolution. Et beaucoup d'espoirs se sont concentrés sur la personne de Robespierre au moment de la Grande Terreur, quelques semaines, 2 mois, 3 mois avant sa chute. Donc ça veut dire qu'il y avait cette attente, dans une époque qui pourtant avait récusé les individus, qui ne voulait plus voir d'individus nulle part, puisque le peuple était censé être le souverain et être trôné à la place du roi. Ah, on avait coupé une tête, le peuple était à la place. Mais néanmoins, dès que la situation est devenue catastrophique en 1994, eh bien les Français se sont tournés vers Robespierre, avant de se tourner vers Bonaparte quelques années plus tard. C'est-à-dire comme s'il y avait là un réflexe, à la fois concernant la figure du pouvoir, d'être personnifié, c'était l'héritage de la monarchie, que même le régicide n'avait pas pu supprimer, et puis d'autre part cette attente perpétuelle de celui qui sauvera les choses. Et il y a une phrase de Mauriac que j'aime bien. Mauriac, dans un article, dit, vous savez, vous voulez expliquer l'histoire de France, c'est très simple. On peut le faire en 3 lignes, 4 lignes. C'est pas long l'histoire de France. C'est toujours le même problème.
À un moment donné, il y a eu quelqu'un ou il n'y a eu personne. S'il n'y a eu personne, ça a été la catastrophe. S'il y a eu quelqu'un, on s'en est sorti jusqu'à la prochaine catastrophe. Voilà. Et Paul Valéry disait la même chose. Il dit l'histoire de France, c'est un répertoire de phénomènes sans pareil dans l'histoire du monde. Et c'est vrai. Alors c'est vrai que tous les pays ont leurs héros et leurs grands hommes. Les Anglais ont eu Churchill. Mais Churchill ne joue pas le même rôle que De Gaulle. Churchill a été en 1940 le représentant, le porte-parole, l'organe du peuple anglais. Il a su trouver les mots pour mettre sur la volonté de résistance majoritaire des Anglais à un moment où la situation était terrible parce que le Blitz était une vraie menace pour l'Angleterre. Donc, il est un représentant, il est porté, Churchill. De Gaulle, c'est tout à fait autre chose. C'est le sauveur à la française, c'est le personnage de Jeanne d'Arc. C'est celui qui se substitue, qui se met à la place de la France dans les moments où, pour ainsi dire, elle disparaît. Voilà, dans les périodes de crise extrême où son existence même est en jeu. Et ce qui s'est passé au moment du siège d'Orléans avec Jeanne d'Arc, c'est exactement la même chose en 1940. Le personnage, de ce point de vue, est très propre. Est très proche. Et on peut dire que, peut-être, là c'est plus douteux et on pourra en discuter, peut-être Bonaparte, lui aussi, au moment où il prend le pouvoir, ça ne dure pas, mais au moment où il prend le pouvoir, eh bien, comme dit un témoin de l'époque, il revient pour refaire une tête à la France. C'est une phrase tout à fait parlante. Et je crois que ça nous entraînerait très loin, parce que ça tient à ce qui est la spécificité française, qui est la fameuse phrase de Bainville, la France a été un État avant d'avoir été une nation. Ce qui est très vrai et très profondément vrai. C'est-à-dire que la France est sans doute le pays qui, par lui-même, a le moins d'unité parmi les pays européens. Voilà. Donc, les Italiens ne sont ni un État, ni une nation, et s'en portent d'ailleurs fort bien. Les Espagnols sont un État, mais n'ont jamais été une nation. C'était une fédération, une réunion de couronnes différentes, chapeautée par Madrid. L'Allemagne a été un État très tardivement, mais dans une mesure d'ailleurs relative. Elle a été une nation par la langue très tôt, avec le sentiment de quelque chose qui réunissait les Allemands, même si entre un Rhénan et un Prussien, les différences sont considérables. Les Anglais ont été une nation peut-être, en tout cas une société, avant d'avoir un État. Et lorsque Guillaume le Conquérant arrive en Angleterre à la fin du XIe siècle, la société anglaise est déjà totalement organisée. Si bien que les Anglais seront toujours assez forts pour imposer des limites à l'autorité royale. Imposer les droits du Parlement, les droits des communes. Les tribunaux des comtés sont là, c'est un héritage des Saxons. La France, non. La France est une création de la royauté. Ce sont les rois, à partir du moment, Saint-Michel l'avait bien compris, à partir du moment où la France se sépare du monde germanique avec l'échec de Charlemagne et de ses successeurs, eh bien la France devient l'œuvre de la royauté. Et de ce point de vue, les Capétiens restent bien sûr ceux qui ont fait la France, grâce à une application soutenue, règne après règne, toujours laisser la France plus grande qu'ils ne l'avaient trouvée, faire des bons mariages, etc., etc. Ils ont fait la France. Et si bien que ce pays a toujours trouvé son unité dans l'État, par l'État. Et très tôt, la royauté est devenue un État. C'est fait à peu près à partir de Philippe Auguste, donc très tôt. Et la France, ce qui explique que d'ailleurs, dès que l'État va mal, le pays se défait. Le pays n'a pas d'unité. Et ce pays, cette nation a été faite au forceps. Et je raconte toujours, donc encore une fois, le cas de la Franche-Comté. Il a quand même fallu 70 ans pour venir à bout de la résistance des Francs-Comtois qui n'avaient aucune envie de devenir français. Ça a été pareil en Artois, mais en Artois, ils ont moins résisté. Mais néanmoins, en Artois, on regrettait les institutions espagnoles, qui étaient beaucoup plus douces et qui ménageaient beaucoup plus les autonomies locales que la tutelle de la couronne française. Eh bien, les Francs-Comtois, une fois matés par les armées, eh bien, ont continué de se faire enterrer sur le ventre pendant des décennies
parce que c'était pour eux, comme il disait, une manière de refuser que les soldats du roi marchent sur leur visage. Voilà. Donc c'est en signe de protestation. Ce qui veut dire que ce pays s'est fait, comment dire, d'une manière volontaire, par la politique, par la conquête, par les réunions, les mariages, etc. Bref, par la volonté. Si bien que, je crois que c'est à partir de là que naît l'importance qu'on accorde aux individus. Et parce que l'État, forcément, est une abstraction qui a besoin de s'incarner. Et c'est ce qui a fait la faiblesse des républiques, de la Troisième République, puis de la Quatrième République, qui étaient des républiques sans incarnation. Et De Gaulle, au fond, a trouvé la formule en rapport avec l'histoire française. Le pouvoir en France doit s'incarner. Et la Révolution a eu beau couper la tête du roi, elle n'a rien changé à cet égard. D'ailleurs, elle-même a produit de l'incarnation, puisqu'elle ne cesse de faire surgir des héros qui personnifient même une semaine, 10 jours, 15 jours avant d'être eux-mêmes guillotinés, le peuple, la nation, la France. Et il était fatal que, à partir du moment où la Révolution se compliquait d'une guerre extérieure, que les militaires, bien sûr, deviennent cette incarnation du pays. Alors, venons-en à nos deux héros. Alors, il y a des enquêtes régulièrement dans les médias, sur Internet, à la télé, dans les journaux. Quels sont vos personnages historiques préférés? Le classement est invariable depuis 1970, depuis la mort de De Gaulle. C'est un trio qui est en tête, toujours le même. Et dans l'ordre, c'est De Gaulle, Napoléon, Louis XIV, ou bien Napoléon, De Gaulle, Louis XIV. Alors, si Louis XIV s'éloigne, c'est parce que tout simplement le temps passe et qu'il entre dans l'histoire, il se confond avec Versailles, et bientôt on ne se souviendra plus que de ça, de Versailles. Et ce qui fait aussi qu'il est beaucoup moins controversé qu'il l'a été pendant 2 siècles. C'est-à-dire, on ne lui reproche presque plus la révocation de l'édit de Nantes, on a oublié qui étaient les jansénistes. Bref, il entre dans l'histoire. Néanmoins, il reste quand même, avec Napoléon et De Gaulle, le symbole de la grandeur de la France. Et c'est ça qui explique leur place en tête des classements. Et donc, je retiens 5 éléments. D'abord, tous les trois, j'aurais pu ajouter Louis XIV à ce parallèle, mais c'est un monde tellement différent, ça n'aurait pas eu de sens. Tous les trois ont refait plus ou moins l'unité d'un pays qui est congénitalement déchiré et divisé entre gauche et droite. La gauche et la droite ne sont pas une invention de la Révolution, comme on le croit souvent. On peut remonter plus loin dans l'histoire, on trouvera toujours une division qui prendra diverses formes, mais qu'on pourra qualifier de gauche et de droite, enfin assez facilement, toujours. Eux ont réussi. Louis XIV, en domestiquant la noblesse, bien sûr, après la Fronde, Napoléon après la Révolution, De Gaulle un peu en 1944, mais surtout après 1958, a réconcilié dans une mesure relative et pour une durée limitée les Français. Ça laisse des souvenirs dans un pays qui est toujours en guerre civile plus ou moins larvé. Heureusement larvé en général. Voilà, ça. Donc ça laisse des grands souvenirs. Ensuite, la France est sans doute l'un des pays les plus politiques, où la politique tient une place qu'elle n'a pas dans les autres pays. L'Américain de base ne s'intéresse pas à la politique, n'en parle pas. La politique ne fait pas partie de son existence. C'est vrai à Washington, c'est vrai à New York, dans les grandes villes, dans les universités, mais l'Américain moyen se fiche de la politique. L'État est loin, l'atteint assez peu. On peut vivre en Amérique sans se préoccuper de l'État. Il faut payer des impôts, c'est tout. Mais sinon, on est assez loin de tout. La France est un pays très, très politique. Donc la lutte, l'affrontement droite-gauche y occupe une grande place. Mais bien entendu, comme toutes les choses importantes, on s'en lasse par moments. Et il existe en même temps qu'un attachement à la politique, une aspiration à être délivré de la politique. Nous vivons actuellement, en ce moment, une de ces périodes où tout le monde, enfin une majorité de gens sont très heureux d'être délivrés des partis et de gauche et de droite et d'être pour un temps livrés à un gouvernement gestionnaire
qui se dit ni de droite ni de gauche. Ce qui était d'ailleurs le mot d'ordre et de Bonaparte et de De Gaulle. Vous connaissez tous la célèbre formule de Bonaparte: je ne suis ni talon rouge ni bonnet rouge, je suis uniquement national. C'est son discours quand il prend le pouvoir après le 18 Brumaire. Et De Gaulle a eu des mots à peu près équivalents. Donc une aspiration à être délivré des jeux de la politique, qui ne dure pas, je vous rassure tout de suite, ça reviendra, les partis vont se reconstituer. Il va leur falloir du temps, il va leur falloir 10 ans en gros, hein, puisque Macron est probablement là pour 9 ans encore. Mais ça reviendra, parce que c'est comme ça, ça fait partie de notre ADN. Mais pour l'instant, on est dans une de ces périodes. Et puis, surtout et enfin, ils ont, Louis XIV, Napoléon et De Gaulle, assuré le rayonnement de la France. Et c'est de ça qu'on leur sait gré. C'est-à-dire qu'ils ont porté le nom de la France bien au-delà de ses frontières. Et dans un pays qui est enclin au pessimisme récurrent et au déclinisme, eh bien c'est toujours des périodes qui laissent de grands souvenirs que les périodes où les Français ont été fiers d'être Français. Donc Louis XIV, c'est ça, c'est la grandeur de la France. D'ailleurs, c'est la vraie période où la France a régné sur l'Europe. Napoléon, il a porté le nom de la France très loin avec les armes de la France. Et De Gaulle a fait que la France a connu un destin qu'elle n'aurait peut-être pas connu s'il n'avait pas été là en 1940. Hein. Donc tous les trois ont rendu la France fière d'elle-même. Et puis aussi, ça ne vaut pas pour Louis XIV, parce qu'alors elle est réellement le pays le plus puissant. Mais ça vaut pour Napoléon et De Gaulle. Ils ont fait la France plus grande qu'elle n'était à leur époque. Parce que Napoléon a beau conquérir l'Europe, la puissance qui s'affirme au même moment, c'est l'Angleterre. C'est elle la puissance du XIXe siècle. La France était encore la puissance au moment de la guerre d'indépendance américaine. Ça a sans doute été sa période la plus brillante. Mais la puissance du 19e, c'est l'Angleterre, comme la puissance du 20e sera les États-Unis. Voilà. Et puis De Gaulle, au fond, a conjuré par le verbe, il avait un verbe extraordinaire, par le discours, par le langage, ce qui était déjà un déclin réel depuis la guerre de 14, dont la France ne s'est jamais remise. Alors voilà les raisons pour lesquels ils sont et resteront les plus admirés malgré les controverses. Parce que, pour compliquer un peu les choses, il faut dire que les plus admirés ont été aussi les plus détestés, les plus haïs. Et si vous prenez... il existe encore des gens qui sont irréductiblement ennemis de Napoléon ou de Gaulle, pour des raisons diverses. Ça existe encore. Ça relève de la passion. Ce sont des passions. Et dans le cas de Gaulle, ce sont des passions qui ne disparaîtront que le jour où ceux qui les ont éprouvées seront morts. Ce sont des haines inexpiables. Alors, le paradoxe, c'est que Napoléon a été détesté par ses ennemis naturels, ses ennemis politiques naturels. Le consulat, c'est un compromis. Ce compromis consiste dans la chose suivante. En échange de la soumission au pouvoir absolu de Napoléon, Napoléon garantit le retour à la paix civile et garantit que et les républicains et les royalistes seront également accueillis pour servir l'État et la nation. Ça, c'est le compromis de Brumaire. Alors bien sûr, ce compromis se fait en laissant de côté deux franges sur l'échiquier politique. D'abord, tous ceux qui pensent que la Révolution n'est pas terminée, qu'elle n'a pas développé toutes ses promesses. Donc il faut la continuer, qu'il y a encore des abus, des injustices à réparer, qu'il faut continuer à éradiquer la religion, etc., etc. Ceux-là resteront des adversaires minoritaires, mais irréductibles. Essaieront plusieurs fois de tuer Bonaparte, finalement c'est lui qui va les tuer. Et puis de l'autre côté, à droite, il y a tous les royalistes, notamment dans l'émigration, qui refusent l'usurpateur et qui pensent que ce qu'il faut, c'est une restauration des Bourbons. Pas de quelqu'un d'autre, des Bourbons. Là aussi, ils vont essayer de le tuer en vain. C'est lui, là aussi, qui va les tuer.
savez, comme disait Madame de Staël, il fait déporter ses ennemis verticalement. Il les fait déporter aux Seychelles, mais comme ils n'arrivent jamais à destination, on peut penser qu'ils ont été déportés verticalement, directement au fond de la mer. On sait que c'est le cas, ça a été le cas pour les auteurs de l'attentat de la machine infernale de 1800 qui ont été jetés par-dessus bord. Peu importe. Donc, mais ce sont ses ennemis naturels, ils n'avaient rien à espérer d'eux, ils ne pouvaient pas s'entendre avec eux. De Gaulle a été détesté par ses amis naturels. De Gaulle est un homme de droite. Aujourd'hui, même, la plupart des gens de droite sont de gauche comparés à De Gaulle. C'est vraiment un homme de droite par éducation, par tradition, par conviction aussi. Par conviction religieuse aussi. C'est un catholique traditionnaliste pour aujourd'hui. Vous savez qu'il refusait Vatican II. Quand il était à Colombey, il allait entendre la messe à Clairvaux, parce qu'il y avait son neveu qui était moine à Clairvaux, et qui acceptait de lui dire la messe en latin. Donc pour échapper à Vatican II, et à ce qu'il considérait comme une abomination. Donc un homme de droite. Il a été détesté par la droite surtout. Il a eu beaucoup plus d'ennemis à droite qu'à gauche. Le PC, certes, a été un adversaire politique, mais le PC a beaucoup servi De Gaulle, et encore en mai 68, s'il n'y avait pas eu le PCF, les choses ne se seraient peut-être pas aussi bien terminées. Donc on en parle d'ailleurs communément de gaulo-communisme, le pacte de 1944-45. Il a été détesté pour deux raisons, qu'on peut comprendre d'ailleurs. La première, c'est 1940, par tous les gens qui avaient fait le choix de Vichy, et pas toujours pour de mauvaises raisons. Et même si je suis filmé, je tiens à le préciser. On pouvait, en 1940, choisir Pétain pour des raisons tout simplement qui tenaient à la situation. L'effondrement militaire de la France, la victoire écrasante des Allemands, et penser que peut-être il allait falloir composer avec l'ennemi, avec l'occupant, dans une sorte peut-être de stratégie à la prussienne après 1806, en attendant le moment du redressement où on pourrait reprendre la lutte. Beaucoup ont fait ce choix. Mitterrand est d'abord du côté de Vichy et rejoindra De Gaulle sur le tard. On peut citer aussi le cas de Couve de Murville. C'est en 1943 que Couve de Murville quittera Vichy pour Londres. Or, De Gaulle a tout de suite jeté l'opprobre sur les gens qui avaient fait ce choix. Tous ne l'ont pas fait pour de bonnes raisons, parce qu'il y a aussi tous ceux qui voient dans la défaite de la France l'occasion d'une revanche contre la République, contre le Front populaire, etc. etc. Mais je ne parle pas de ceux-là. Mais De Gaulle les a tous mis dans le même sac et les a dénoncés comme des traîtres, des lâches, des bons à rien, des gangsters, des mal intentionnés, des voyous, etc. Discours après discours. Et beaucoup ont été humiliés, parce qu'après tout, ils n'étaient pas moins bons Français, moins bons patriotes que lui à ce moment-là. Mais il faut dire que De Gaulle ne pouvait pas faire autrement. Tout simplement parce qu'en 1940, il n'est rien. Quand il part avec un peu d'argent, il est rien. Il n'a pas vraiment de partisans, il s'en va seul. Et quand vous n'êtes rien, eh bien vous n'avez qu'une seule solution, c'est d'affirmer que vous êtes tout. Voilà, la France. Et en face de lui, que des traîtres. Si bien que dépourvu de toute légitimité réelle, ce n'est après tout qu'un général à titre temporaire, eh bien il lui fallait, prétend, détenir à lui seul la légitimité. Donc refuser toute idée d'un partage des tâches entre Londres et Vichy, il ne pouvait pas accepter ça. D'où la dureté qui a été la sienne. Et qui se mêle à une dureté de caractère évidente, et qu'on verra au moment de la Libération, même si au moment de la Libération, c'est quand même lui qui fait arrêter les femmes tondues, les horreurs qui se passent pendant les premières semaines. Mais il est vrai qu'il a su être implacable dans certains cas et qu'il n'a pas cédé à ceux comme Mauriac ou Bernanos qui lui demandaient la grâce de certains écrivains. Donc il n'a pas gracié Paul Chac parce que, pour des raisons personnelles, c'est qu'étant jeune, il avait lu les livres de Paul Chac qu'il admirait. Paul Chac est un ancien officier de marine. Bon, on ne connaît plus son nom, mais c'était un auteur pour la jeunesse. Il écrivait des livres qui étaient vraiment très, très célèbres dans les années d'avant-guerre. Donc il ne l'a pas gracié, et bien sûr il n'a pas gracié Brasillac. Pas tellement pour ce que Brasillac avait écrit, mais parce qu'à ses yeux,
Brasillac s'était compromis d'une manière honteuse pour un écrivain. Voilà. Donc il pouvait être implacable, dur, froid, dépourvu de pitié quand il le jugeait nécessaire, ça c'est tout à fait évident. Et puis bien évidemment, l'Algérie. Comment aurait-il pu ne pas être détesté par, d'un côté, les pieds noirs et de l'autre côté, l'armée, qui l'avait ramené au pouvoir en croyant qu'il allait faire la politique de l'Algérie française, alors que même si on ne sait pas très bien, mais très vraisemblablement, dès ce moment-là, il savait ce qu'il allait finalement faire. Et pour moi, là, bon, c'était un homme qui ne dévoilait pas ses intentions. Il pratiquait l'art de la dissimulation très bien. Mais lorsqu'il revient du fameux voyage après la prise du pouvoir à Alger et le « je vous ai compris » du Forum, il revient, il atterrit à Villacoublay, et là, Delbecq, Léon Delbecq, qui l'avait envoyé intriguer à Alger avant le 13 mai, Delbecq l'attend à Villacoublay, De Gaulle monte dans la voiture, et puis Delbecq lui dit, Delbecq était un partisan forcené de l'Algérie française. Et Léon Delbecq, ancien résistant, dit à De Gaulle, général, vous avez dit le mot sacré. Je vous ai compris. Et puis à Mostaganem, vive l'Algérie française. Et De Gaulle, c'est Delbecq qui a raconté ça par la suite. Et De Gaulle le regarde d'un air narquois et lui dit, mais allons Delbecq, vous n'y avez pas cru tout de même. Il venait de le dire 3 jours avant. Donc, donc on comprend qu'il n'est jamais pardonné. Et puis, là aussi, il a fait preuve d'une cruauté inutile, notamment au moment du rapatriement des pieds noirs en 62, et puis des harkis, qu'il a livrés pieds et poings liés, malgré ce que m'assure le fils du général, qui m'a fait l'honneur de m'écrire une lettre de 32 pages manuscrite sur mon livre, dans lequel il me dit que non, son père a fait tout ce qu'il a pu en faveur des harkis, mais bien sûr, historiquement, c'est faux. Et Perfit lui-même, Alain Perfit, disait, dans cette affaire, le général a été inutilement cruel. Et probablement, il avait un défaut que n'avait pas Napoléon, qui était le ressentiment. Napoléon est un homme sans ressentiment. Il pardonne à ceux qu'il trahissent. Talleyrand, il n'a jamais fait fusiller Fouché, il aurait dû. De Gaulle est un homme de ressentiment. Il n'a pas pardonné l'accueil qui lui a été réservé à Alger en 1943. Cette ville qui était pour Giraud et pas pour lui. Ça, il n'a jamais oublié. D'autre part, les harkis, à ses yeux, n'étaient pas des Français. Donc, ils pouvaient avoir servi la France, mais ça ne comptait pas. Et De Gaulle appartient à cette droite qui n'a jamais aimé les colonies et le colonialisme, qui ont plutôt été d'ailleurs des idées de gauche, plutôt que de droite. Et donc pour De Gaulle, on n'avait plus affaire à défendre les frontières face à l'Allemagne ou à travailler à la grandeur de la France qu'à aller s'occuper de territoires lointains. Donc, il a gardé ça. D'autre part, il a toujours eu des rapports difficiles avec l'armée, et les généraux ensuite l'ont senti, ont pu l'éprouver au moment du putsch d'Alger, puisque sans mai 68, eh bien peut-être qu'il ne les aurait jamais graciés. Il leur en voulait terriblement, et c'était un homme de ressentiment. Alors ces haines inexpiables sont le point commun entre eux. Parce qu'en dehors de ça, les différences sont immenses, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en dirai simplement un mot, j'en citerai une, qui est l'âge. Et l'âge, ça compte quand on compare deux personnages. Napoléon meurt à l'âge, De Gaulle commence sa carrière. Napoléon meurt à 51 ans. Il a conquis l'Europe, il l'a perdue. De Gaulle, à 50 ans, devient l'homme du 18 juin, sans avoir de carrière auparavant. Il a une carrière militaire, mais il n'est pas entré dans l'histoire encore. Donc, c'est une différence considérable entre eux. Et la seconde différence qu'on peut mentionner, c'est l'époque. Napoléon est l'incarnation même de l'enfant des Lumières, du XVIIIe siècle. Et il a cette croyance propre aux Lumières que tout est possible si on s'en donne les moyens. C'est-à-dire si on est intelligent, courageux, dénué de scrupules, on peut tout faire et tout réussir. Ça, c'est la mentalité du XVIIIe siècle, c'est l'idée même de la Révolution française. C'est-à-dire qu'on peut aller fonder un empire en Orient, on peut déraciner le catholicisme, on peut changer le calendrier, on peut changer les prénoms, tout. Voilà, on peut tout faire. Tout est possible. La volonté a un espace d'action
illimitée, dès lors qu'elle s'appuie sur la raison et qu'elle est secondée par la force. Voilà, on peut tout faire. Ça, c'est Napoléon, c'est sa mentalité. Et d'autre part, dans un pays qui peut d'autant plus penser ça, que ce pays est d'un dynamisme incroyable. C'est sans doute l'une des périodes les plus... Ça ne s'est jamais revu depuis en France. Dynamisme démographique. La France est le pays le plus peuplé d'Europe, ce qui va lui permettre de soutenir 20 ans de guerre. C'est un pays qui est jeune d'abord, démographiquement, et qui a une énergie incroyable. Donc on peut dire que dans une certaine mesure, Napoléon, il est poussé par ces gens qui se sont d'abord investis dans la politique et qui ensuite vont s'investir dans la guerre et la conquête. Et comme dira Marmont dans ses mémoires, nous avons perdu finalement, mais nous les avons fait danser, sous-entendu les Européens, pendant 15 ans. Et quelle danse! C'est-à-dire on sent à la fois la fierté et le plaisir qu'il y a eu à faire ces guerres incessantes pendant 20 années, puisque si on inclut les guerres de la Révolution. De Gaulle, c'est l'enfant de la France post-1914, c'est-à-dire d'une France saignée à blanc, qui jamais ne se remettra démographiquement de la saignée de la Première Guerre mondiale. La France du pacifisme de l'entre-deux-guerres, donc une France d'abord divisée, pessimiste, au bout du rouleau d'une certaine façon. Donc bien sûr, la comparaison est très difficile. Et on comprend que si Napoléon est poussé, De Gaulle porte un pays qui a cessé plus ou moins d'exister, du moins avec les ambitions qu'il avait auparavant. Alors, maintenant, on peut quand même faire le parallèle, sinon je ne l'aurais pas écrit, bien sûr. Et je crois que on peut comprendre à partir d'un seul cas. J'aurais pu ajouter l'écriture, je ne le ferai pas, ça rallongerait. La guerre. Tous les deux, ce sont des militaires. Ce sont des militaires qui écrivent. Ça, c'est une tradition française, le militaire qui écrit. Turenne avait écrit, etc. C'est une tradition française. Et à partir de Louis XIV, le chef d'État qui écrit vient s'y ajouter. Tous les deux ont été militaires qui écrivent et chefs d'État qui écrivent. Même si l'un dicte et l'autre écrit. Mais peu importe. Laissons ce point de côté pour parler de la guerre. Tous les deux ont une formation militaire. Ils sont passés d'ailleurs par la même école militaire de Paris. Tous les deux ont fait le choix de la carrière militaire. Tous les deux ont trouvé dans la guerre à la fois un monde à eux où ils se sentaient bien et ils n'ont jamais envisagé de faire autre chose que le métier de la guerre. La politique est venue se rajouter par rapport à cette vocation première, même si la différence c'est qu'il y a du patriotisme chez De Gaulle, il n'y en a pas chez Napoléon. Enfin, Napoléon aime la guerre, mais il n'aime pas particulièrement la France. Il aurait pu faire la guerre pour les Turcs. Pour lui, c'était exactement la même chose. L'important, c'était de faire la guerre. Ce n'était pas le lieu où on la faisait. Alors, ce sont deux militaires, mais dont l'expérience de la guerre est tout à fait différente. Napoléon, il est la guerre personnifiée. Sa vie, c'est la guerre. Il est entré dans la carrière au moment où la guerre commence, et il a fait la guerre jusqu'à ce qu'il soit vaincu et déporté à Sainte-Hélène. Donc, il a vécu dans la guerre. De Gaulle a une expérience tout à fait limitée de la guerre, la vraie. 2 années en 1914, où il combat d'ailleurs courageusement dans les tranchées, etc., jusqu'au moment où il est fait prisonnier. 1916, il est fait prisonnier, emmené en Allemagne, il va tenter 6 fois de s'évader, 6 fois repris. Ça lui a laissé ça a été un événement traumatisant pour lui, la captivité. D'abord parce que pour un officier, c'est ce qu'il y a de pire. C'est pire que d'être tué ou blessé. Parce que si vous êtes prisonnier, vous êtes loin de ceux que vous commandiez. Vous êtes loin des lieux où ça se passe, c'est-à-dire où on conquiert la gloire, où on sert sa patrie, où les promotions se font, où l'avenir se dessine. Donc c'était une tragédie, il l'a vécu comme ça. Et il écrit à sa mère des lettres très touchantes d'ailleurs, où il lui dit que sa vie est terminée. L'histoire n'a pas voulu de lui. Parce que quand il va rentrer en France après la guerre, eh bien les places seront prises, les honneurs auront été décernés à ceux qui se seront battus jusqu'au bout. Les autres seront glorieux parce qu'ils seront morts au champ d'honneur. Mais on n'a jamais vu un prisonnier devenir une gloire nationale. Voilà. Donc le sentiment d'une guerre perdue.
manquait. Et puis en 1940, 15 jours de combat, du 15 au 30 mai 1940, le petit combat de Montcornet qui n'est rien du tout, et ensuite plus sérieux à Abbeville, où il a reçu l'ordre de Weygand de transpercer les lignes allemandes pour aller porter secours aux troupes encerclées à Dunkerque. Alors il a des chars à sa disposition, et il va en effet combattre pendant 15 jours pour essayer en vain de percer les lignes allemandes, mais non sans résultat, mais des résultats ponctuels non décisifs. Mais là, c'est une expérience très décevante, parce qu'il combat dans des conditions, aucun général, aucun officier ne serait heureux de combattre dans ces conditions. Les tankistes qu'il a sous ses ordres ont reçu 4 heures de formation. Ensuite, on les a mis dans un train, on les a convoyés jusqu'à Abbeville, où ils sont montés dans leur char. La radio ne marche pas, le système radio ne marche pas. Donc les estafettes qui portent les ordres sont en bicyclette, dans un terrain bourbeux, voilà, qui a été labouré par l'artillerie, par les chars, etc. Voilà. Comment se battre en ces conditions? Donc une expérience de la guerre, il n'y a pas d'Austerlitz dans l'expérience de la guerre de Gaulle, donc très, très différente. Alors, de cette expérience riche de la guerre, Napoléon a vu conforter ou augmenter son amour inné de la guerre. Napoléon aime la guerre. Et il le dit lui-même, il s'épanouit dans la guerre. C'est-à-dire, il a toujours eu cette idée que la guerre, c'est une augmentation de la vie. Quand on fait la guerre, on est plus vivant. Voilà. La vie est plus grande, plus large, plus intéressante, plus variée, plus drôle aussi. Et c'est un peu, vous savez, la phrase des essais. Il y a une page de Montaigne dans ses essais, où Montaigne commence en disant « Il n'est pas d'occupation plus plaisante que la guerre dans la vie ». Voilà. Napoléon a exactement cette perception de la guerre. Alors c'est lié bien sûr à un tempérament, le sien. Il est fait pour la guerre, il en a le génie instinctif. Si vous le mettez sur un terrain d'opération, tout de suite il voit le point où il faut se positionner. D'autre part, c'est parce qu'il est l'un des derniers représentants, d'ailleurs ça va changer sous son règne, de la guerre à l'ancienne. La guerre de mouvement, la guerre de cavalerie, la guerre où les canons ne sont pas très précis et tirent des petits boulets. La guerre qui, grâce à la Révolution, est devenue une guerre de tirailleurs. Donc des types armés qui vont en avant des lignes et qui font le coup de feu, un peu librement, pour désorganiser l'ennemi. Donc une guerre héroïque encore. Et comme disait Benjamin Constant, la guerre héroïque, la vraie guerre, c'est quand on voit les yeux de celui qu'on va tuer. La guerre à l'arme blanche. Et la cavalerie reste pour ça l'arme noble par excellence dans ces armées. Ça change sous Napoléon. Parce que si vous prenez Eylau, Borodino, Wagram, ce n'est déjà plus la guerre à l'ancienne. L'artillerie a fait de considérables progrès et surtout elle est mobilisée en masse. Et donc ça devient des guerres de bombardement très intenses des positions ennemies. Et vous avez tous lu Guerre et paix. Tolstoï avait très bien compris ça parce qu'il avait fait la guerre de Crimée. Il avait compris le changement de la guerre. Et il peint 2 scènes. Le jeune Nicolas Rostov, cavalier, sa première charge, alors il va avoir la peur de sa vie, mais peu importe. C'est l'image même de la guerre à l'ancienne, de la guerre héroïque, où il faut aller avec le sabre à la rencontre de l'ennemi pour le tuer. Et puis la célèbre scène de Borodino, où le prince André est dans la clairière, et puis les obus tombent sur les rangs de ses troupes, et simplement tout ce qu'il fait, c'est de dire serrer les rangs, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe, ou un groupe de soldats qui tombe. Donc la guerre de la fatalité. Donc bien sûr, Napoléon est resté mentalement un homme de la guerre à l'ancienne. Et d'ailleurs, il a été le meilleur lorsqu'il avait à commander des petites armées très mobiles. En Italie, et puis à la fin de sa carrière, la campagne de France de 1814, où il retrouve les armées du début. Il n'a plus les moyens énormes de Borodino, de Wagram, etc. De Gaulle est un homme d'après la guerre de 14 et de la guerre de tranchées. De Gaulle a été témoin de ce que la guerre a de plus horrible, la guerre de 14, les tranchées. Alors je sais bien que ce n'est pas une vue unanime, puisque vous savez que Hitler, au contraire, s'est épanoui dans les tranchées. C'est-à-dire le moment le plus heureux de sa vie, ça a été quand il était estafette, rôle très dangereux d'ailleurs, où il portait les ordres de tranchée en tranchée.
Il a aimé ça, lui. Il a dit que c'était exaltant. Voilà. De Gaulle en a conçu, lui, une horreur absolue de la guerre. Donc, il est l'anti-Napoléon de ce point de vue-là. Et c'est d'ailleurs ce qui explique sa réflexion sur les blindés dans l'entre-deux-guerres. Parce que, comme beaucoup de gens, il sait que le règne de la guerre n'est pas terminé. C'est-à-dire que la guerre contre l'Allemagne viendra à la revanche pour les Allemands. Que les Allemands, malgré le désarmement, un jour ou l'autre repartiront en guerre. Et donc De Gaulle a la hantise que recommence la grande boucherie, que d'ailleurs la France ne serait pas en état de supporter une deuxième fois, de 1914-1918. Et il a cette idée, qu'ont les Allemands d'ailleurs à la même époque, Rommel, Guderian et quelques autres, que les blindés permettront de revenir à la guerre de mouvement et de ne plus immobiliser des armées face à face qui s'entretuent pendant des mois. Et donc il plaide pour que les blindés, au fond, ressuscitent l'ancienne cavalerie, parce que c'est exactement ça. C'est percer les lignes ennemies, contourner, encercler, etc. Donc, deux rapports à la guerre tout à fait différents. Mais de la guerre, ils ont tiré tous les deux, plutôt du métier militaire, quelque chose de commun, qui explique leur talent, non seulement politique, mais surtout de chef d'État. Car là où ils se ressemblent le plus, c'est dans leur manière de gouverner. Et vous savez, on critique souvent De Gaulle et Napoléon pour une chose. On dit que c'était des obsédés du contrôle. C'est-à-dire des gens qui avaient un tel instinct de domination qu'ils refusaient que quoi que ce soit échappe à leur contrôle. La conception, la décision, l'exécution. Napoléon était un maniaque, il se relevait la nuit pour faire les additions, pour vérifier les comptes, pour voir les états où se trouvaient les moulins à café. Il y a une lettre extraordinaire pendant la campagne de Prusse en 1806. Normalement, il a autre chose à penser. Non, il s'est aperçu qu'il manquait 3 moulins à café dans tel dépôt. Et il dit au général commandant la division, vous avez 12 heures pour me ramener ces 3 moulins à café. Bon, bien sûr, ça témoigne d'un tempérament despotique. Chez De Gaulle, il y a la même chose. Mais ça témoigne d'autre chose. Ce sont des hommes de guerre, tous les deux. Et les hommes de guerre savent que tout est important, qu'il n'y a pas de détails. C'est-à-dire que la conception stratégique est absolument pas plus importante que les détails d'exécution. Parce qu'à la guerre, une petite erreur peut entraîner de grandes et graves conséquences. C'est ce qui les met à part du monde politique. Parce que la politique est un jeu beaucoup moins sérieux que la guerre. La guerre est un jeu mortel. C'est exaltant, mais mortel. La politique est rarement un jeu mortel. Si vous engagez mal une réforme, ou que vous l'avez mal conçue, on pourrait citer des exemples, ça manque pas. Vous pouvez très bien ajourner la réforme et recommencer quelque temps plus tard. Dans la guerre, non. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le désastre de 1940. C'est que ce n'est pas les soldats qui étaient pas à la hauteur. Ils se sont battus comme en 14 en réalité, puisque 100 000 d'entre eux sont morts en 3 semaines. C'est exactement les pertes des premières semaines de 1914. Donc ils se sont battus, la base était prête au combat. Ce sont les dirigeants de l'armée qui n'étaient pas prêts, et qui précisément n'avaient pas cette qualité propre au chef de guerre, qui est de s'assurer avant la guerre que tout est en ordre pour la faire. Voilà. Alors, ils ont transporté ces qualités militaires dans l'exercice du pouvoir. Et c'est ce qui explique le souvenir qu'ils ont laissé comme chef d'État. C'est-à-dire à la fois cette autorité, mais aussi cette manière de concevoir à la fois la grande conception et puis l'exécution, et de ne rien lâcher tant que les réformes n'étaient pas abouties. Et c'est ce qui explique aussi le bilan extraordinaire de ces deux, non pas des deux régimes, mais de deux périodes de ces régimes. Les deux débuts, le consulat de Bonaparte de 1800 à 1804 et de Gaulle de 1958 à 65, jusqu'au moment de l'élection présidentielle. Alors, je dirais 2 mots de ces deux périodes qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de la France, sauf le début du règne personnel de Louis XIV, qui est tout à fait du même niveau. Mais il n'y en a pas beaucoup de ces périodes-là. Alors, je crois qu'on trouve dans les deux cas les mêmes éléments.
D'abord, tous les deux prennent le pouvoir, De Gaulle en 58, Bonaparte en 99, prennent le pouvoir en sachant exactement ce qu'ils vont faire. Ils ont un plan dans la tête. Ils ont réfléchi avant de prendre le pouvoir. Ce n'est pas toujours le cas de nos présidents. Le précédent ne savait absolument pas ce qu'il allait faire quand il a pris le pouvoir. Bon, eux savent. Ils savent aussi qu'il faut aller vite. Il y a une lettre de Bonaparte où il dit « Nous avons 6 mois, pas plus ». Parce que 6 mois, c'est le temps que les partis restent désorientés par la défaite. Dans 6 mois, ils vont commencer à reprendre leurs esprits. Et les réformes deviendront plus difficiles à faire. Donc, allez-y. Ils ont pour eux, et ça, nos présidents l'ont très rarement, une légitimité forte, très forte, qui leur confère une autorité également forte qui s'ajoute à leur autorité naturelle. Et si elle est forte, c'est qu'ils ne tiennent pas leur légitimité de la politique. Ils ont fait de la politique. Bonaparte a été dans le camp de Robespierre, il a même été emprisonné pour ça. De Gaulle, il y a eu l'aventure du RPF à la fin des années 40. Mais ils tiennent leur légitimité de la guerre, tous les deux. Bonaparte, ce sont ses victoires en Italie. De Gaulle, c'est ce qu'il a fait en 40 et c'est l'aventure de la France libre. C'est ça leur légitimité. Si bien qu'ils peuvent se tenir au-dessus des partis. Et que ça leur permet d'accueillir des gens des deux bords. Voilà. Ce qui est bien sûr important pour eux. Ils savent choisir leurs collaborateurs. Tous les deux avaient ce don, non seulement de choisir les bons collaborateurs dans tous les camps, à gauche comme à droite, mais surtout de leur faire donner plus qu'ils n'auraient donné sous une autre autorité. Et il y a un cas tout à fait éloquent à cet égard, c'est Michel Debré. Michel Debré a été un formidable Premier ministre pour De Gaulle. De Gaulle lui avait fait jouer un rôle un peu ingrat, puisque Debré était tout à fait Algérie française. Mais Debré, une fois De Gaulle mort, sous Pompidou, est redevenu un politicien tout à fait ordinaire. Et c'est la même chose avec d'anciens ministres de Napoléon lorsqu'ils ont eu à servir les régimes suivants. Donc 2 périodes extraordinaires qui ont permis une accumulation de réformes sans pareil. 600 ordonnances entre juin et décembre 1958 qui ont changé le visage de la France. La réforme des finances publiques conduite sous Bonaparte en 3 semaines. Le ministre des Finances l'avait dans ses cartons depuis 3 ans. Et il dit dans ses mémoires, je l'avais proposé au directoire. Ils avaient accepté. Mais le régime, tous les ans, changeait. Ils perdaient les élections, ils faisaient un coup d'État pour rétablir leur pouvoir. Il n'y avait aucune stabilité, aucune continuité. Quand Bonaparte a pris le pouvoir, il dit « j'ai su ». Et effectivement, en 3 semaines, la réforme a été conçue, votée, appliquée. Il faut dire aussi que tant De Gaulle que Bonaparte sont délivrés de la tutelle du Parlement. Le Parlement vote, mais ne discute pas, n'a pas l'initiative. Donc ça compte pour beaucoup. Même chose avec De Gaulle, avec la réforme du système hospitalier. Le professeur Debré l'avait dans ses cartons, et lui aussi, 3 fois la 4ème République l'a mise en chantier. Seulement la durée de vie des gouvernements fait que voilà, tout était toujours à refaire. Avec De Gaulle, la réforme a été conduite par voie d'ordonnance. Donc 2 périodes de réforme intenses dans un pays qu'il est si difficile de réformer, comme on le sait, comme on le sait bien. Alors, dernier point. Mais tout change, et c'est là où leurs 2 figures se séparent de manière définitive. Le changement pour Bonaparte, c'est 1805. Ce n'est pas tellement le sacre, c'est 1805. Et je vais dire en 2 mots pourquoi. De Gaulle, c'est 1965, l'élection présidentielle contre Mitterrand. Bonaparte, il a tout réussi à l'intérieur, il a réinventé la France. Il a réussi une synthèse de l'Ancien Régime et de la Révolution. Il a dessiné le visage de la France pour les 2 siècles à venir, en partie. Il est sacré empereur, c'est son bâton de maréchal en quelque sorte. Et en 1805, il va se faire sacrer roi d'Italie. Qu'est-ce qu'il fait, étant à Milan? Il voit qu'à Gênes, ça ne va pas. Il n'aime pas les Génois parce que les Génois ont été dans le temps les oppresseurs des Corses. Il n'aime pas les Génois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ça ne va pas à Gênes. Il réunit Gênes à la France, il en fait 2 départements. En soi, Gênes, ce n'est pas très important, ça ne compte pas. Mais le tsar s'est autoproclamé protecteur de Gênes. Alors ça veut dire que réunir Gênes à la France, c'est provoquer le tsar
Et provoquer le tsar, c'est provoquer l'Autriche. Au moment où il a sur les bras une guerre avec l'Angleterre et où il prépare un débarquement en Angleterre. Ça veut dire qu'il se sent si fort, si puissant, qu'il est prêt à se mettre toute l'Europe à dos pour finalement quelque chose qu'il aurait pu régler par la politique. Non. Et il va s'engager de cette façon dans une guerre dont il ne sortira plus. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ayant réussi l'œuvre intérieure, il y a la manifestation d'une hubris chez lui, d'une démesure, d'une absence de sens des limites et du possible. D'ailleurs, la France, à partir de 1805, ne l'intéresse plus. Il a fait ce qu'il avait à faire, il se tourne vers un théâtre plus vaste et qu'il juge plus approprié à son génie. De Gaulle. De Gaulle croyait être réélu avec 90% des suffrages, au moins. Il est la France. Comment la France pourrait voter contre elle-même en ne l'élisant pas? Soir du premier tour, ballottage contre Mitterrand. Ça a été pour lui un choc terrible et comme d'habitude, il a dit, voilà, vous me fatiguez, je claque la porte, je m'en vais à Colombey. Son entourage a réussi à le persuader de rester dans la course sous une forme digne, voilà, convenable. Alors, il dit à Perfit, Perfit, vous voulez que j'aille en pyjama à la télévision, dire bonsoir, je m'appelle Charles de Gaulle. Perfit lui dit, général, on n'ira pas jusque-là. Et ils lui ont trouvé Michel Droit. L'entretien célèbre avec Michel Droit, tout à fait convenable et digne, dans lequel néanmoins, on peut le revoir sur YouTube, dans lequel néanmoins De Gaulle parle de son âge, dit que bien sûr un jour il va devoir quitter le pouvoir, que ses facultés baisseront, que peut-être il a commis des erreurs. De Gaulle admettant qu'il a commis des erreurs. C'est-à-dire que il a accepté en 1965 de descendre de son personnage historique, de quitter son piédestal. Ça, c'est très difficile. Regardez tous nos chanteurs qui n'arrivent jamais à s'arrêter, qui remontent toujours sur scène une dernière fois. Parce que quand on est quelqu'un de célèbre, qu'on a joué un rôle, quel qu'il soit dans l'histoire, quitter son personnage, c'est quasiment impossible. Il l'a fait. À contre-cœur, à son corps défendant. Il ne s'en est jamais remis. Le De Gaulle de la deuxième partie des années 60, c'est plus le De Gaulle d'avant. On sent bien que, et d'ailleurs en 68, on le verra, il n'est plus tout à fait là, il n'est plus dans le coup, tout à fait. Mais il l'a fait. Et ce jour-là, en acceptant de quitter son personnage historique, au fond, c'est le jour où il fonde la Ve République. Parce qu'il va lui permettre de vivre sans lui, de continuer sans lui, grâce à cet affrontement qu'il a accepté avec François Mitterrand. Voilà. Ce jour-là, il donne l'existence au régime. Alors que Bonaparte, lorsqu'il se lance dans une aventure qui n'est plus tout à fait celle de la France, mais qui est surtout la sienne, eh bien, il compromet les chances d'enracinement de son régime en supposant que ces chances aient existé auparavant. Donc il y a, dans un cas de la vertu, manifestement, même de la vertu forcée chez De Gaulle, et une absence totale de vertu chez Bonaparte. Et ça tient, à mon avis, à des particularités biographiques. C'est que Napoléon est le type même de l'individu déraciné. Pas d'ancêtre, pas de patrie. Voilà. Né en Corse, se croyant italien, élevé en France, ayant longtemps conçu son avenir en Orient, en Turquie, devenu français par la force des choses parce que les Corses l'ont mis dehors. Voilà. Et ayant trouvé dans la France un théâtre à sa mesure. Mais ne s'étant jamais senti français, et n'ayant jamais eu d'affection pour la France, simplement il comprenait la grandeur de la France et de son histoire. Et donc c'était un décor, une scène de théâtre qui allait bien à son génie. Mais c'est un individu déraciné. Il aurait pu aller partout. Et quand il est à Sainte-Hélène, à un moment, il apprend que son frère Joseph est devenu cultivateur à Philadelphie. Et il dit... Joseph était fait, il dit j'en ai fait un roi d'Espagne, il a été lamentable. Joseph était fait pour devenir un bourgeois américain. Il dit il doit être très heureux en Amérique. Il dit moi, si je m'évadais et que j'arrive en Amérique, je chasserais les Espagnols et je fonderais un empire en Amérique du Sud. Ça veut dire que, voilà, il voyait son destin comme ça. De Gaulle est le type même de l'homme enraciné. De Gaulle est intransportable. Voilà. Il est français par toutes les fibres de son corps, de son âme, de son histoire. Et il réunit d'ailleurs les trois grandes traditions de l'ancienne France.
la noblesse, non titrée, toute petite, mais néanmoins, il en était très fier, le catholicisme, le christianisme, catholicisme en l'occurrence, fervent, très fervent, même si jamais la religion ne l'emportait sur l'intérêt de l'État. Il le dit dans une très belle lettre à Maurice Clavel. Il lui dit « Comme vous, je n'adore que Dieu, mais comme vous aussi, je mets la France encore au-dessus. » Et puis l'armée. Voilà. La noblesse, la religion, l'armée. Alors ça en fait un personnage tout à fait enraciné. Ce qui veut dire que l'un, pour parler un peu à la manière de Freud, l'un, Napoléon, n'a pas de surmoi qui le limite, qui lui impose des bornes. Aucun. De Gaulle a un surmoi qui lui interdit de faire n'importe quoi. Alors ça ne l'empêche pas d'être très dur et même injuste, souvent, mais en tout cas, ça lui fixe des limites. Et c'est ça la grande différence entre eux. Et d'ailleurs, De Gaulle le dit lui-même lorsqu'il parle de Napoléon. Il dit à Malraux, « Vous savez, je crois que Napoléon n'avait pas le sens de la France, parce qu'il avait trop le sens de lui-même. » Et c'est une phrase tout à fait juste. Alors, je terminerai une petite observation vite fait, c'est de dire que ce qui les fait grands hommes au final, c'est bien sûr ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi, puisque Napoléon a quand même laissé un héritage. Il a laissé des institutions civiles très solides, dont certaines existent encore, et même elles sont nombreuses. De Gaulle a laissé un régime politique, le premier stable depuis le renversement de la monarchie en 1792. Donc c'est important, c'est un résultat très important. Certes, leur fin n'a pas été la même. Leur fin a néanmoins été marquée, tous les deux, du sceau de l'échec. Napoléon a échoué 2 fois, 1814 puis 1815. De Gaulle a échoué en 1969. Mais après tout, s'il n'y a pas une fin mélancolique et tragique, comme Sainte-Hélène dans un cas, les promenades sur les plages d'Irlande dans l'autre, il n'y a pas de grand destin. Et il y a une conversation de Napoléon avec un tragédien de son temps, Arnaud. Arnaud vient le voir avec un manuscrit, lui dit « Citoyen premier consul, pourriez-vous me donner votre avis sur ma nouvelle œuvre ?» Et Bonaparte prend l'œuvre, entre-temps va faire la guerre à Marengo, revient, et puis un jour croise Arnaud, lui dit « Ah, à propos, j'ai lu votre tragédie, mais vous savez, ça va pas du tout, il faut que vous refassiez la fin. » Et Arnaud lui dit « Ah bon, pourquoi ?» Et Bonaparte lui dit le héros ne meurt pas. Une tragédie où le héros ne meurt pas, ça n'a pas de sens. Donc il faut que le héros meure. Et il fallait donc pour tous les deux une fin tragique pour que leur destin soit scellé. Alors peut-être juste un mot pour finir sur aujourd'hui, parce qu'on me pose toujours la question, et aujourd'hui, alors les futurs grands hommes, où sont-ils? Je crois que c'est un type de personnage qui appartient globalement au passé, du moins tant que nous serons dans le contexte actuel, pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison d'institution. 2 grandes évolutions institutionnelles et une évolution générale font que nos dirigeants, et vous le savez très bien, n'ont plus la même prise sur les choses. Eux sont tous les deux, et c'était vrai de Louis XIV a fortiori, ont en main tous les instruments pour modifier la réalité, pour peser sur la réalité. Et en particulier, bien sûr, la politique monétaire. Si vous n'avez pas la politique monétaire, vous n'avez rien. Donc, la décentralisation d'abord, qui a désarmé nos gouvernants par le bas. Ensuite, la construction européenne qui les a désarmés par le haut. Puis la mondialisation économique qui a réduit le territoire de la politique comme peau de chagrin. Font que, bien sûr, nos chefs d'État actuels n'ont aucun rapport avec ceux qui les ont précédés avant ces funestes évolutions. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, ils compensent leur impuissance politique par une intervention tous azimuts dans le domaine sociétal ou dans le domaine des mœurs, la vitesse sur la route, le tabac, et j'en passe, et des meilleurs. D'autre part, une grande évolution, et là, c'est sans doute l'obstacle le plus important. De Gaulle, Napoléon et les autres avant, a fortiori, vivaient dans des sociétés verticales. Et la société française est restée verticale jusqu'à la fin des années 60. C'est-à-dire que les gens exerçant une autorité publique avaient droit à une déférence automatique, même si on ne les aimait pas. Un médecin, un curé, un instituteur, et même un professeur d'université, c'était des personnages.
je peux vous assurer que c'est absolument fini. Quand les étudiants ne vous tutoient pas, c'est déjà pas mal. Donc c'est un monde disparu. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés horizontales, où la déférence et le respect ne sont plus dus spontanément et naturellement. Et puis d'autre part, nous sommes dans des sociétés obsédées par la transparence, où on veut tout savoir. Et comme disait Hegel, le grand homme, il n'est connu entièrement que de son valet de chambre. Et fort heureusement, il n'y a que le valet de chambre qui voit le grand homme tel qu'il est réellement. Aujourd'hui, nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, des valets de chambre. Parce que Internet nous a donné la mentalité du valet de chambre, qui épie en permanence les faits et gestes de nos gouvernants. De Gaulle, probablement, aurait passé l'épreuve d'Internet. Napoléon, certainement pas. Parce que si on ajoute aux histoires de femmes très compliquées, les histoires d'argent encore plus compliquées, le pillage des caisses publiques et l'enrichissement éhonté de l'entourage, évidemment, il n'aurait pas passé l'épreuve. Et puis enfin, ça sera le dernier mot. Nous vivons dans un monde en paix, pour l'instant. L'Europe est quand même notre bouclier. Alors, elle l'est un peu moins depuis qu'il n'y a plus la guerre froide, qui était le surbouclier, en quelque sorte, qui nous a garanti un demi-siècle de paix. Mais dans nos têtes, nous vivons toujours en paix. Et les attentats islamistes ne sont pas la guerre, contrairement à ce qu'on dit. Certes, c'est grave, c'est tragique, tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas la vraie guerre. La guerre, c'est autre chose. Donc, nous vivons dans un monde en paix. Et dans un monde en paix, il n'y a pas la dimension tragique qui fait les grands hommes. Les grands hommes surgissent toujours dans un contexte de guerre. Mais pas seulement les grands hommes, les grands écrivains, les grands musiciens, les grands peintres, les grands artistes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de grandeur dans aucun domaine. Et nous sommes actuellement, en tout cas en Europe, dans ce contexte-là, qui est donc un obstacle tout à fait définitif à l'apparition de grands hommes, mais exactement comme de grands écrivains, de grands musiciens, ou de tout ce qu'on voudra. Et je m'arrêterai sur ce propos tout à fait optimiste. Merci beaucoup. J'ai parlé longtemps.